Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14 h. Rediffusion lundi 20 h. Pour tout contact, top santé topcongo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Top Santé. Bienvenue à tous dans ce magazine et merci encore de nous suivre en FM et sur YouTube à travers le monde. Top Santé aujourd'hui fait le point de la situation des enfants malades de cancer en RDC, des enfants qui meurent en silence par manque de prise en charge, des enfants souffrant des cancers. Triste réalité contenue dans un ouvrage intitulé Enfants martyrs, un ouvrage inspiré de la vie des enfants souffrant des cancers en RDC. Son auteur, Andy Mukendi, étudiant en 3e doctorat à l'université de Lubumbashi dans le Haut-Katanga, est l'invité de Top Santé. Bonjour Andy et bienvenue. Bonjour madame. Comment allez-vous? Merci. Vous êtes à Kinshasa ou vous venez tout droit de Lubumbashi? Je viens tout droit de Lubumbashi. Alors, dites-nous Andy, qu'est-ce qui vous a motivé, enfant martyr? Qu'est-ce qui vous a pris pour rédiger cet ouvrage? Alors, c'est une très belle question. C'est une question qui me permet de décoller, de parler de ces enfants en souffrance depuis plusieurs années maintenant. La République démocratique du Congo, depuis bien d'années, n'a pas de programme national de lutte contre les cancers de l'enfant. Alors, nous avons ce qu'on appelle le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique qui a aidé quelques années maintenant à installer 22 unités de prise en charge du cancer de l'enfant en Afrique, dans 18 pays. Et de ces 22 unités, nous trouvons 2 pays en RDC, dont l'unité d'oncologie pédiatrique aux cliniques universitaires de Kinshasa et l'unité d'oncologie pédiatrique aux cliniques universitaires de Lubumbashi. Alors, tout commence en 2019, lorsque j'ai fait ma visite aux cliniques universitaires de Lubumbashi. C'est un hôpital où j'effectue régulièrement mes stages de vacances. Je rencontre pour la toute première fois les enfants souffrant des cancers. Et le constat a été trop amer parce que cette prise de contact m'a permis, bien évidemment, d'entrer en contact avec les enfants eux-mêmes, mais également avec leurs parents. Il y a eu des constats que je pourrais illustrer, entre autres la seule unité d'oncologie pédiatrique qu'on retrouve dans l'espace Grand Katanga. Quand nous voyons l'espace Grand Katanga, c'est que nous voyons toutes les provinces situées dans la région sud-est du pays. Ces provinces doivent dépendre d'une seule unité d'oncologie pédiatrique qui se trouve à Lubumbashi. Alors qu'il y a des enfants qui doivent venir des zones périphériques, entre autres Kabalo, Kolwezi et des zones environnantes, qui doivent se rendre à Lubumbashi pour une prise en charge du cancer de l'enfant. Arrivé à Lubumbashi, il y a plusieurs difficultés auxquelles ces familles font face. Entre autres, la première difficulté, c'est d'abord le diagnostic. À l'annonce du diagnostic, il y a un problème, c'est que ces parents qui, au préalable, n'étaient pas informés de l'existence du cancer en RDC, ceci partant de la considération socio-culturelle, selon les croyances, selon les thématiques religieuses. Il y a des familles qui ne sont pas informées de l'existence du cancer en RDC. Surtout le cancer chez l'enfant. Surtout les cancers chez l'enfant. Et lorsque ces familles font face à l'annonce du diagnostic, il y a un refus des parents qui ne croient pas que c'est le cancer. C'est là que tout commence. Lorsque le parent refuse qu'il ne s'agit pas du cancer, l'enfant est condamné. Donc nous avons le premier problème, le premier constat qui m'a amené à écrire ce livre, c'est l'information au niveau de nos communautés. Les communautés ne sont pas suffisamment informées de l'existence du cancer de l'enfant. Mais pourquoi l'avoir intitulé « Enfants martyrs » ? Exactement, oui. Les martyrs, pour moi, sont un symbole d'une personnalité éclatante qui représente pour moi un signe de résilience. Ces enfants qui, dans leur innocence, n'ont pas choisi cette maladie, se retrouvent victimes. Victime, pourquoi? Peut-être cela va de notre façon d'exploiter notre environnement. Nous voyons que dans la région sud-est du pays, c'est une zone minière. Alors, justement, on peut comprendre que certaines causes liées à l'existence de ces cancers peuvent être liées à l'exploitation des mines dans la province du Haut-Katanga. Et
Ces enfants qui n'ont pas choisi, bien évidemment, cette maladie seraient trop victimes de cet état à cause de notre manière d'exploiter l'environnement. Ils doivent payer les lourds prix. Lourds prix, pourquoi? Parce que déjà, même quand on pose les diagnostics, ils n'ont pas un accès facile aux soins médicaux. Pourquoi? Justement parce que le coût du cancer est tellement coûteux et la plupart des familles, dont 90% selon mon étude avec les parents que j'ai rencontrés en oncologie, ont un niveau socio-économique très faible. Alors, un niveau socio-économique qui ne leur permet pas justement d'accéder aux soins médicaux du cancer. Alors, ces enfants souffrent énormément d'abord sur le plan physique parce qu'ils ne reçoivent pas un traitement qu'il faut, mais également sur le plan mental ou psychologique. Comment est-ce que ces enfants arrivent à souffrir sur le plan mental et psychologique? Il y a un deuxième constat, c'est que dans les systèmes de santé congolais, dans nos hôpitaux respectivement, on n'a pas de programme de prise en charge psychologique. Dans des maladies chroniques comme le cancer, les patients ne sont pas accompagnés suffisamment par les personnels de santé qualifiés en psychologie. Alors, enfant martyr, il ne s'agit pas d'une simple réflexion théorique, mais l'histoire est basée sur des faits réels, les témoignages des parents d'enfants malades. Quel est l'intérêt? Alors, l'intérêt, c'est constituer un plaidoyer parce que nous sommes dans une phase où il y a maintenant des enfants. Ils sont tellement nombreux qui ont besoin des soins médicaux, qui ont besoin de cette prise en charge adéquate, mais qui n'arrivent pas à recevoir ces soins juste parce qu'il n'y a pas de soins. Alors, je ne pouvais pas baser cette réflexion sur un plan personnel par rapport à une observation simplement. Il fallait ressortir des faits concrets. Les faits concrets, ce sont ces familles qui se sont battues face à la maladie de leurs enfants, qui ont accompagné ces enfants durant toute cette période du combat face au cancer et qui, dans cette souffrance, cette douleur, ont accepté de porter leur voix pour la lutte contre les cancers de l'enfant en RDC. Mais justement, c'est pour les autres enfants qui actuellement sont en phase des combats face au cancer, qu'ils puissent arriver au moins à nécessiter le minimum des soins médicaux qui doivent leur être administrés. Alors, mais disons que je dois faire asseoir le livre sur un fait concret, un fait qui existe. C'est ainsi que j'ai fait appel aux 3 familles illustrées dans les livres. On va y arriver. Voilà, ces familles qui ont partagé leur expérience, qui ont témoigné dans un seul objectif pour sauver les autres enfants qui seront diagnostiqués du cancer. Et dans l'ouvrage, justement, vous évoquez 2 types de cancers. Vous parlez du néphroblastome et vous parlez également du rétinoblastome, donc le cancer des reins et le cancer des yeux, alors qu'il y en a d'autres types aussi qui affectent les enfants. Pourquoi seulement ces 2 types de cancers? Oui, il y en a bien sûr plusieurs. On dit que les plus fréquents chez les enfants sont au nombre de 5. On parle de la leucémie, on parle du cancer du rein, les néphroblastomes, on parle du cancer de l'œil, les rétinoblastomes, on parle du cancer du système nerveux, les neuroblastomes, mais aussi on voit les lymphomes de Hodgkin. Alors, pourquoi je me suis justement martelé sur les 2 types de cancers? C'est parce que... Cancer des reins et cancer des yeux. Ce sont les familles qui se sont montrées disponibles. Il s'agissait de la disponibilité des familles qui pouvaient accepter de partager leur vie, de dévoiler leur quotidien. Alors, c'est justement que je suis tombé sur une famille qui a perdu un garçon à cause du cancer du rein. Gift, exactement, qui a perdu sa vie à cause du cancer du rein, et les 2 autres familles qui ont été victimes du cancer de l'œil. Voilà. Il y a Gift, il y a Maëlys, il y a Azaël, c'est ça? Exactement. Gift qui a connu un problème des reins, malheureusement, qui est parti. Il y a Maëlys et Azaël qui ont souffert du cancer des yeux. Est-ce que vous pouvez un peu, en quelques mots, revenir sur leur histoire? Comment est-ce que vous avez pu rencontrer leurs parents et arriver à les convaincre de pouvoir partager leurs témoignages? Alors, en 2021, je me posais de questions comment je pouvais aider ces enfants. Justement, on a créé une structure qui se nomme African Children's Dream, qui s'occupe des enfants souffrant des cancers sur le plan socio-psychologique. Nous avons créé cette structure dans le but d'appuyer ces familles qui n'ont pas d'assistance psychosociale. Nous leur apportons ces soutiens psychosociaux à la fin de chaque mois aux cliniques universitaires d'El Bombashi à travers un salon psycho-éducatif. En continuant nos séances d'encadrement des enfants et des parents, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait plusieurs difficultés que ces parents arrivaient à nous partager. Entre autres,
difficulté d'accessibilité aux soins, la difficulté d'assistance psychologique. Mais il martelait justement sur l'intervention du gouvernement. Il s'est plaigné de savoir pourquoi est-ce que les gouvernements n'arrivaient pas à trouver des réponses concernant les cancers de l'enfant en RDC. Et je me suis dit, si les familles se montrent très disponibles pour partager leur histoire, nous ne pouvons pas garder ça pour nous-mêmes. On peut informer toute la communauté. Tous les Congolais peuvent être informés de l'existence du cancer de l'enfant. Pourquoi pas insister au niveau des institutions publiques. Et c'est ainsi que j'ai rencontré Gift. Moi, je l'ai connu en 2019, avant qu'il décède en 2020. Il était jumeau. Il était jumeau. Et son frère, aujourd'hui, est là. Il est très bien portant. Et sa famille, aujourd'hui, c'est une famille très brave qui est restée pour moi comme une famille amie. Et son histoire a été très, très, très marquée par une douleur trop atroce. Ça se lit même à travers votre expression faciale. Oui, parce que c'est une famille qui a tellement souffert à cause du système et qui a perdu un enfant. Et aujourd'hui, je me demande, lorsqu'il va Gift sur les livres, aujourd'hui, je suis sur cette radio parler des Gift, de leur enfant qui sera entendu partout au monde. C'est énorme, en fait, c'est énorme. C'est ainsi que je me suis dit, c'est une histoire très importante à partager. Au moins, si on arrive la plupart du temps à abandonner nos cerveaux, la sensibilité humaine, nous ne pouvons pas la perdre. Voilà. En écoutant l'histoire des Gifts, au moins les gens pourront réagir, savoir comment est-ce qu'on peut protéger ces autres enfants qui se battent contre les cancers. Gift est parti parce que la prise en charge n'était pas bonne, ou Gift est parti simplement parce que les parents n'avaient pas assez de ressources? C'était quoi le problème? Alors, si vous lisez mon témoignage, Gift est parti pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que son diagnostic... C'est dans la page 51? Non, la page 46. Exactement. Son diagnostic a été posé un peu plus tard parce que d'emblée, il présentait des troubles digestifs. Les parents ont consulté dans des centres de santé qui étaient dans la périphérie. Le premier diagnostic était la fièvre typhoïde. Pourquoi? Parce que oui, quand on étudie les cancers du rein, c'est un type de cancer qui nous présente les mêmes signes, presque les mêmes signes avec la fièvre typhoïde. Des troubles digestifs, des vomissements. Ils sont partis des centres en centre et ont posé le même diagnostic. Et c'est ainsi qu'ils sont tombés sur une personne qui leur a demandé de consulter aux cliniques universitaires de Lubumbashi, pratiquement après 1 année ou 2 ans, des faux diagnostics. Et là, ils arrivent, on leur dit que c'est un cancer du rein. Et vous imaginez, les cancers chez l'enfant évoluent plus rapidement. Et déjà, 1 année, c'est énorme. La maladie avait déjà posé d'énormes dégâts. Et sa prise en charge, comme les parents le disent, ils ont été butés à des difficultés des finances, mais ils ont tout fait pour leur enfant, ils ont tout donné pour leur enfant, qui malheureusement n'a pas survécu. Donc nous comprenons que le premier constat, là, c'est les diagnostics tardifs. Pourquoi? Donc un diagnostic mal posé biaise le processus. Oui, lorsque le diagnostic est mal posé, ça biaise le processus, bien évidemment. Du moment où on ne sait pas que c'est un cancer, on traite autre chose et la maladie évolue. Et dès qu'elle évolue, elle peut poser d'énormes dégâts, entre autres, c'est métastasé. Et là, ça rend justement les systèmes, tous les systèmes en faillite. Et là, vous comprenez que, premièrement, les parents n'étaient pas informés de l'existence du cancer de l'enfant, comme sa mère le dit dans le livre. Deuxièmement, les 2 institutions sanitaires où ils ont consulté, ils n'ont pas eu un protocole fiable pour diagnostiquer un cancer. Et troisièmement, les diagnostics qui est posé, qui confirment les cancers, est tardif. Et là, l'enfant était déjà condamné. Mais la chimio avait répondu favorablement, mais qu'est-ce qui a fait qu'après, ça puisse changer? La donne puisse changer? Exactement, selon l'évolution. Comme sa mère le témoigne dans le livre, la chimio a donné des réponses favorables. La chimio leur a donné de l'espoir pendant quelques années. Mais malheureusement, un bon matin, il est parti. Il est parti. Et des raisons peuvent être bien médicales, mais classées. Des raisons que je ne maîtrise pas. Et pour ne pas donner des informations qui ne sont pas vraies.
Donc, on préfère alors se fier au témoignage de sa mère qui nous raconte ces mystères. L'enfant qui était bien portant, qui a répondu favorablement à une chimiothérapie et qui malheureusement, un beau matin, s'en va. Et Maëlys et Azaël, les deux ont présenté pratiquement le même cancer. Oui, exactement. Maëlys et Azaël ont présenté le même cancer. Ils étaient tout petits. Ils avaient moins d'une année, comme les parents les témoignent dans l'ouvrage. Et aujourd'hui, sont pour nous un modèle sur lequel nous nous appuyons pour sauver d'autres enfants. Pourquoi? Parce qu'au-delà de moyens que la famille des Maëlys a mis en place pour le traitement de leurs enfants en Afrique du Sud, mais il y a cette famille d'Azaël qui est une famille très brave. L'enfant est aujourd'hui bien portant parce que son père, premièrement, qui aussi n'était pas informé de l'existence du cancer de l'enfant, a cru qu'il fallait s'appuyer sur ses combats, soutenir son enfant, l'accompagner dans ce processus et croire en sa guérison. Et chose qui est faite, aujourd'hui, Azaël a plus de 5 ans. Il doit être déclaré guéri parce qu'il a mené plus de 5 ans de combats face au cancer. C'était le cancer des yeux? Oui, c'était le cancer de l'œil. Il vit avec une prothèse. Il est un modèle pour nous, en fait, qui nous laisse croire que lorsque le diagnostic est posé tôt, les enfants sont soignés. Parce que même sur le plan statistique, on dit qu'à 99%, lorsque le cancer de l'enfant est diagnostiqué plus tôt que prévu, les chances de guérison sont très maximales. Mais à lire les témoignages des parents, ils s'opposaient au traitement qui était préconisé. Oui, justement, c'est un réflexe naturel. Vous êtes parent, vous avez eu votre enfant, vous êtes euphorique à l'idée de mettre au monde un joli bébé. Et après 6 mois de naissance, on vous dit que cet enfant a un cancer. Mais comment allez-vous réagir? Et on vous dit l'enfant va subir des prélèvements, peut-être une chirurgie, mais bon, vous êtes parent. Naturellement, je pense que ces refus est justifié en tant que parent. C'est un réflexe naturel qui est normal en tant que parent qui aime son enfant, qui d'abord n'avait pas cette information et qui pense que ces prélèvements et toutes ces opérations sur l'enfant pouvaient poser d'autres dégâts. Mais avec le temps, ça c'est un acte à encourager et je pense que c'est un acte que tous les autres parents devraient avoir. Après, ils ont accepté d'accompagner les enfants et les résultats sont très positifs aujourd'hui. L'énucléation, voilà, c'est ça la technique, non, l'ablation pour essayer de protéger l'autre œil qui est encore sain. Oui, exactement. Sur le plan médical, lorsque le cancer de l'œil est à une phase plutôt trop avancée, et si on veut éviter que l'enfant perde la vue, on doit protéger l'œil sain. Et contre tout refus, vous devez accepter de perdre l'œil malade. Et c'est ça qu'a fait la maman et le papa Exactement. De Maëlys et Azaël. Est-ce que Maëlys et Azaël sont le symbole de la victoire sur le cancer? On peut dire ça? Oui, on peut dire ça. On peut les clamer d'ailleurs. Ils sont les symboles de la victoire en RDC, il faut préciser, parce qu'on pense que ici chez nous, on ne guérit pas du cancer, mais ils sont là, bien portants, en vie, vifs d'énergie, ils étudient. Ceci justifie que s'il y a un système, il y a un programme bien établi, avec des protocoles bien établis pour protéger les enfants souffrant des cancers, tous ces enfants doivent survivre. Alors, vous avez dit, par rapport à Gift, le diagnostic a été posé tardivement. Comment est-ce que les parents peuvent reconnaître les signaux d'alerte? Voilà, les cancers de l'enfant présentent des signes très bien complexes sur le plan médical, mais avec beaucoup plus d'informations par la lecture, comme la maman de Maëlys l'a dit dans l'ouvrage, elle n'était pas informée. Et lorsqu'elle a fait face au diagnostic, elle a commencé à faire ses lectures et ses recherches. C'est plus facile de reconnaître certains signes de certains types de cancers, entre autres le plus particulier, les cancers de l'œil.
On nous présente dans ces témoignages les deux parents qui illustrent les signes typiques et qui se ressemblent du cancer de l'œil. Les enfants qui... Une tache blanchâtre au milieu de l'œil, c'est ça? Exactement. Exactement. Lorsqu'ils prennent une photo peut-être en pleine nuit, il n'y a pas d'électricité. C'est cet œil qui présente cette tache. Et les papas d'Azaël les précisent très bien, ça ressemble à un œil de chat. Donc, on ne peut pas directement confirmer ou dire que c'est un cancer, mais c'est un signe d'alerte, un signe d'appel qui permet justement aux parents d'aller consulter pour savoir ce que ça peut être. Ici, c'est les cancers au stade bien précoce, gloire à Dieu. Et là, les chances sont très maximales lorsque tous les moyens sont également mis en place pour soigner cette maladie. Le cancer infantile est-il curable? Oui, le cancer infantile est très curable. Il est curable lorsque tous les moyens sont mis à la disposition du personnel qui travaille. Mais qu'est-ce qui cause alors le décès de certaines personnes, en évoquant le cas de Gift, par exemple? Alors, si nous restons sur la thématique du livre et surtout sur son concept purement social, on comprend qu'ici, chez nous, en RDC, certaines causes du décès des enfants souffrant des cancers sont premièrement liées à la communication. Les parents ne sont pas informés. Du moment où on n'a pas l'information, on ne sait pas comment réagir. Si je ne suis pas informé de l'existence du cancer de l'enfant, les moyens que je dois avoir à ma disposition pour faire face à un diagnostic comme celui-là sont très minces. Mais non seulement les problèmes de communication, mais aussi au niveau du système de santé. Moi, je suis étudiant et je fais régulièrement mes stages dans des hôpitaux. Il y a cette unité d'oncologie pédiatrique qui est la seule dans cette région sud-est du pays, qui d'ailleurs, à travers le témoignage du responsable de l'unité d'oncologie pédiatrique, les témoignages qui est repris dans cet ouvrage, il présente d'énormes difficultés. Ces difficultés sont d'abord d'ordre financier. Ils n'ont pas suffisamment des moyens pour traiter ces enfants parce que les coûts que représente la prise en charge est énorme et les familles qui viennent étant victimes du cancer de l'enfant ont un niveau socio-économique très faible. Et en absence du traitement, en absence des moyens, le traitement est difficile à obtenir. Les enfants sont dans une sorte de salle d'attente en attendant qu'un volontaire, parce que nous, régulièrement, nous organisons des plaidoyers. Nous passons à l'hôpital, on identifie des nouveaux cas de cancer de l'enfant. Nous essayons d'aller auprès des personnes privées, pourquoi pas des institutions, des ONG, demander... Ça, c'est dans le cadre de votre organisation? Exactement, c'est ce que nous faisons. Nous demandons des financements, nous demandons des dons afin que ces enfants soient traités. Bon, c'est une culture qui n'est pas africaine ou congolaise parce que dans notre expérience, nous rencontrons des difficultés très énormes pour que les gens soient sensibles à l'idée de venir aider ces enfants. Alors, les enfants sont toujours en attente du traitement. Plus ça traîne, plus la maladie évolue et plus les pronostics est très sombre. Donc, les enfants souffrant des cancers en RDC sont-ils condamnés à mourir? Bon, en fait, malheureusement, c'est un triste constat. C'est un triste constat parce que s'ils doivent survivre, ils doivent avoir un traitement. Alors, du moment où il n'y a pas de traitement, du moment où il n'y a pas un programme pour les aider, malheureusement, nous continuerons à ressentir cette colère de voir des enfants innocents, des enfants qui n'ont rien fait, mourir parce que, premièrement, nous aurons mal exploité notre environnement qui a causé leur maladie. Et deuxièmement, nous n'avons pas eu cette bonne foi, cette bonne volonté de mettre en place des dispositions nécessaires pour les aider, pour les accompagner et les guérir de cette maladie. Mais à Kinshasa, il y a un centre national de lutte contre le cancer. Est-ce que vous allez aussi vers le centre? Bon, à Kinshasa, nous n'avons pas mené plusieurs démarches, mais nous avons une unité d'oncologie pédiatrique aux cliniques universitaires de Kinshasa. Tout ce que nous savons, c'est qu'il y a pratiquement les mêmes constats parce que les professeurs qui dirigent l'unité d'oncologie pédiatrique à Lubumbashi, ils racontent, ils globalisent les faits au niveau national par rapport à ce qu'il vit et rencontre dans sa carrière professionnelle de médecin. Donc les mêmes difficultés. Les mêmes difficultés sur le plan financier, sur le plan d'assistance sociale. Donc ceci, c'est un fait
qui pour nous appelle et nous invite à comprendre qu'il y a urgence d'agir parce que ces enfants sont là, ils existent, tout le monde est informé pour ceux qui les savent et nous devons nécessairement prendre des dispositions nécessaires pour ne pas les laisser sombrer dans cette souffrance, ne pas laisser ces enfants être condamnés à un pronostic très sombre, mais plutôt les aider. Les aider en faisant quoi? En faisant ce que nous devons faire. Mettre un programme d'assistance et accompagner les familles qui n'ont pas des moyens pourvu que les enfants soient guéris. Dans la page 73 de l'ouvrage Enfants martyrs, vous parlez de l'accès aux soins qui est un problème majeur dans la prise en charge des enfants atteints de cancer. Exactement. Le témoignage est donné par le professeur Robert Lukamba. Il est professeur à l'université de Lubumbashi. Il est pédiatre, oncologue. C'est lui qui dirige l'unité d'oncologie pédiatrique à Lubumbashi. Et c'est lui qui nous rapporte les faits par rapport à une expérience dans la zone anglophone, en Afrique toujours, mais aussi dans la zone francophone. Il nous démontre là le seul groupe franco-africain qui, tant soit peu, arrive à envoyer des médicaments, des molécules pour traiter des enfants. Et lorsque cette action n'est pas effective ou lorsqu'ils n'ont pas cet approvisionnement, les enfants qui sont malades, dont les parents n'ont pas des moyens, ont des difficultés pour accéder aux soins, justement parce qu'il n'y a pas le traitement. Mais qu'est-ce que vous espérez changer à travers votre ouvrage? Alors, cet ouvrage, je le vois et je l'appelle un plaidoyer. C'est un plaidoyer pour que non seulement les gens soient informés de l'existence de la maladie, mais également que toutes les communautés prennent conscience de ce déficit que nous observons, de ce manque que nous rencontrons dans la prise en charge du cancer de l'enfant chez nous et que les résolutions soient effectives. Entre autres, que ce soit sur le long terme ou sur le court terme, nous aimerions avoir un programme national de lutte contre les cancers de l'enfant. Nous aimerions également avoir un programme intégré pour un soutien psychologique apporté aux familles victimes des cancers en RDC. Voilà justement les objectifs de cet ouvrage, c'est aider et sauver les autres enfants qui se battent actuellement contre leur maladie. C'est vrai qu'on parle des enfants souffrant des cancers en RDC, mais la maman de Maëlys, voilà, dans la page 55, j'avais bien noté, l'a évoqué, qu'elle n'a pas suffisamment bénéficié d'une prise en charge psychologique. Oui, elle l'a dit et elle nous répète cela plusieurs fois parce qu'elle est aujourd'hui comme une partenaire très importante pour nous dans toutes les activités que notre organisation essaie de mettre en place. Elle est présente avec sa fille pour partager son histoire, pour motiver les institutions, pour les inviter à prendre des résolutions. Elle le présente dans un sens où elle est mère, elle a un bébé qui arrive à l'hôpital. C'est un cancer. Sur le plan mental et psychologique, elle est également abattue, mais elle n'est pas assistée. Elle n'est pas assistée justement parce que quand nous rencontrons dans le témoignage du professeur Robert, il l'a dit, il n'y a pas un système de soins psychologiques dans les hôpitaux en RDC. Et les gens qui font face aux maladies chroniques, en particulier ici on parle du cancer, ont nécessairement besoin de ces soins psychologiques, non seulement pour eux-mêmes, mais pour les enfants. Parce que les enfants qui souffrent du cancer, c'est un traitement qui se donne sur une longue durée, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Pour la plupart, certains sont contraints d'arrêter le processus scolaire à cause du traitement. Mais moi, je pense que si les enfants doivent arrêter l'apprentissage à l'école, à cause de leur maladie, cela ne signifie pas qu'ils doivent être exclus. Il y a ce qu'on appelle un apprentissage continu dans les hôpitaux. Et c'est justement ça, ce que nous essayons de faire qui n'existe pas. Donc ces enfants doivent être soutenus psychologiquement sur le plan éducatif, afin que, parce qu'après le cancer, il y a une vie. Ces enfants auront un avenir, ils auront des carrières, mais si pendant la phase de la maladie, ils ont eu des répercussions psychologiques ou mentales, ceci constituerait également un autre problème, une autre lutte après leur victoire face au cancer. Alors, ces soins psychologiques sont très importants et très nécessaires.
Parce que du moment où, sur le plan psychologique, les parents se sentent soutenus, il y a de la force, il y a de l'engagement de continuer et d'accompagner les enfants dans cette bataille. Et aujourd'hui, nous également, nous éprouvons d'énormes difficultés parce que nous sommes une jeune structure. Nous œuvrons avec un capital personnel. Nous aidons tant soit peu ces familles qui viennent à l'hôpital, qui n'ont pas des moyens nécessaires. Nous les assistons avec ces moyens que nous disposons, justement parce que lorsque les familles arrivent à abandonner le traitement, parce qu'il y a les cas des perdus de vue, à l'hôpital, vous partez, on vous dit, cette famille est arrivée, 6 mois après, ils ne sont jamais revenus pour le prochain rendez-vous. Ils sont partis pourquoi? Il faudra rechercher la cause, il faudra savoir la vraie raison pour laquelle ils ont abandonné les traitements. Et pour la plupart des cas, nous pensons que ceci relève d'un ordre psychologique. Ces enfants ou ces parents d'abord qui se sont pas sentis soutenus dans cette épreuve, ils perdent facilement espoir. En perdant facilement espoir, ils sont obligés d'aller voir ailleurs où on leur propose des solutions faciles. Entre autres, peut-être un chef spirituel, un chef des familles. Tout ceci parce qu'ils se sentent épuisés, ils n'ont pas de forces nécessaires pour continuer à voir leurs enfants souffrir. Et en absence de ces soins, en absence de ce programme, nous continuerons malheureusement à constater et à vivre cette souffrance continue des enfants, cet enregistrement des décès des enfants qui nous laissent, alors qu'avec beaucoup plus de moyens et de volonté, on aurait mis en place un système qui nous permettra de tirer ces enfants de cette situation. Avec tout ce que vous venez d'évoquer, tous les problèmes qui se posent autour de la prise en charge des enfants atteints de cancer, alors comment s'organise justement la prise en charge? Alors, la prise en charge... Vous l'avez évoqué dans le livre « Enfants martyrs ». Oui, le professeur l'a évoqué dans son témoignage. Il explique le protocole. Il y a plusieurs soins qui sont donnés. C'est un système pluridisciplinaire. On a besoin de tout le monde pour traiter des enfants malades de cancer. Premièrement, il y a des laboratoires. Il y a des examens qui doivent être faits pour établir un protocole justifié pour traiter un enfant par rapport au cancer qu'il présente. Et après, il y a cet enchaînement des thérapies, entre autres la chimio, la radio, la chirurgie. Cela dépend du stade de la maladie. Alors, on suit déjà vers la fin de notre émission. Où trouver le livre « Enfants martyrs » ? Alors, actuellement, à Kinshasa d'abord. Je suis là pour le présenter. Ce samedi 11 novembre, nous aurons une présentation. Non. L'émission va passer lundi. La présentation sera déjà faite. D'accord. Donc, si vous pouvez déjà vous adapter dans le temps, vous projeter dans le temps. Alors, actuellement, comme nous œuvrons sur fonds propres, nous n'avons pas de finances pour être soutenus, pour que cet ouvrage soit vulgarisé, peut-être vendu dans des librairies qui vont justement demander des moyens. Nous les vendons en fait en contactant l'organisation dans laquelle nous œuvrons, African Children's Dream, parce que sa vente nous a aidés depuis juin 2023 à récolter des fonds nécessaires qui nous permettent d'aider des familles qui sont limitées sur le plan financier. Aujourd'hui, grâce à ce livre, nous sommes en train d'aider des familles, nous sommes en train d'assister des enfants et des parents qui ont connu et subi une détresse psychologique, qui ont connu un manque des soins appropriés qui pouvaient leur permettre de croire et de continuer dans cette bataille et d'accompagner justement leurs enfants. Et jusqu'où comptez-vous aller? Vous allez vous limiter seulement à relater la vie des enfants souffrant de cancer ou vous allez également explorer d'autres disciplines aussi? Je suis obligé d'explorer d'autres disciplines, de découvrir exactement pour ce qui est de la RDC, quelles sont les causes particulières qui contribuent à l'existence de ces cancers chez les enfants. Donc, ceci demandera bien évidemment une étude particulière sur terrain, faire des enquêtes, faire des études approfondies pour justement reconnaître les causes propres à notre pays qui justifient l'existence du cancer en RDC. Et là, on comprendra par où commencer pour commencer à lutter,
pour informer les communautés à prendre des dispositions nécessaires, pour informer les organisations qui seraient probablement impliquées dans ces causes, de réduire par rapport à leur échelle de production. Donc, c'est nécessaire de commencer par la source, de commencer par les bases. Ici, les bases, c'est connaître qu'est-ce qui cause les cancers chez l'enfant en RDC de manière très particulière. Et à partir de ces causes, nous allons pouvoir étendre des études qui nous permettront également non seulement de les connaître, mais de déployer des moyens nécessaires, des moyens pratiques dans la prise en charge du cancer de l'enfant. Enfant martyr, où le trouver? Chez moi, par exemple, en me contactant, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Ceux qui sont à Lubumbashi peuvent contacter l'ONG African Children's Dream. Nous avons des plateformes sur les réseaux sociaux. On peut nous contacter à partir de là. 081 377 60 60. Alors, merci beaucoup, Andy Mukindi. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Mais une toute dernière question, qu'est-ce que vous espérez changer à travers votre ouvrage? Tout ce que j'espère changer à travers mon ouvrage, c'est le regard que nous avons sur les enfants en souffrance. Il y a une sorte d'indifférence que j'appelle inhumaine que nous rencontrons actuellement. Il y a des enfants qui souffrent, il y a des enfants qui laissent derrière eux un avenir meilleur à cause de la maladie, mais il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de résolution. Et ces regards inhumains perpétuent également ces conditions et ces situations dans lesquelles ces enfants se retrouvent. Alors, ce livre va nous permettre d'informer premièrement. Du moment où tout le monde est informé, du moment où tout le monde est sensible à la situation qui touche ces enfants, nous pensons justement qu'ils auront largement les moyens de changer leur regard en ce qui concerne les cancers qui frappent les enfants en RDC et aider à leur niveau en mettant en place des moyens appropriés, des moyens indispensables qui vont permettre à ces familles qui se retrouvent dans des conditions très délicates sur le plan socio-économique de faire face à la maladie de leur enfant, d'accompagner l'enfant jusqu'à la phase de guérison. À la page 114, vous dites un regard en arrière, un regard vers l'avenir. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, justement parce que je crois que l'avenir doit être meilleur pour ces enfants. Et quand je regarde ce que ces familles ont subi, particulièrement Gift, c'est une motivation pour croire que ça vaut la peine de lutter. Et le regard en avant, c'est un regard que nous espérons avoir. Du moment où on apprend, dirigeants, parents, tuteurs, patriotes, on apprend qu'il y a des enfants en souffrance. Nous devons être sensibles à cette souffrance et essayer de déployer des moyens nécessaires pour les aider. Voilà justement ce regard dont nous espérons. Vous avez été proche avec toutes ces familles. Je sens de l'émotion sur votre visage. Exactement. Je ne peux qu'utiliser cette émotion pour partager ces faits réels, pour communiquer sur cette situation des enfants en souffrance, parce que tout le monde a besoin d'être informé. Ces enfants ont également besoin d'avoir des gens qui les entendent. Ils crient, ils pleurent, ils souffrent, mais ils ne peuvent pas être entendus. La dernière chose que je peux dire, c'est que peut-être les gens me voient comme l'écrivain du livre, mais je pense que les vrais écrivains de ces livres, ce sont ces familles qui ont écrit leur histoire, qui l'ont racontée, et moi, je n'ai fait que relayer l'information. Et aujourd'hui, la communauté doit apprendre qu'il y a des enfants en RDC qui souffrent, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'assistance psychosociale, et les gens doivent nécessairement et impérativement intervenir. Le cancer de l'enfant a un problème réel de santé publique en RDC. Quelle est la part des autorités? Alors, la part des autorités dans cette lutte, dans cette situation des cancers de l'enfant, c'est que ça relève de leur devoir de protéger premièrement les enfants. Protéger les enfants sur le plan de leur santé est un devoir que d'abord, premièrement, tout parent doit avoir envers un enfant, mais également nos institutions publiques. Et là, leur devoir aujourd'hui, c'est de créer un programme, non seulement de les créer, mais de les rendre plus effectifs. Un programme fonctionnel, un programme qui va permettre à chaque enfant qui sera diagnostiqué d'un cancer, qu'il soit intégré, qu'il bénéficie des soins nécessaires et qu'il soit suivi même dans sa période post-cancer, donc post-maladie, afin qu'il réintègre la société.
parce qu'on fait face à des cas de stigmatisation sociale. Aujourd'hui, les familles n'arrivent pas à communiquer facilement sur les cancers, la maladie de leurs enfants, chose que j'ai rencontrée. Ce n'est pas pour rien que vous ne voyez que 3 témoignages. Ils pensent qu'ils seront stigmatisés. Lorsque les gens apprennent que telle famille a un enfant souffrant des cancers, ils sont rejetés. Alors c'est cette stigmatisation, ces rejets sociaux qui encore constituent un frein majeur, un obstacle dans cette lutte, dans ces combats face au cancer de l'enfant. Alors aujourd'hui, j'espère et je sais que les autorités vont écouter, ils vont entendre, ils vont suivre cette émission. Les enfants RDC ont besoin de cette assistance. Ils ont impérativement besoin d'être soignés et d'être protégés. Voilà tout ce que je peux dire par rapport à leur obligation. C'est de nous créer un programme qui doit être fonctionnel, un programme dans lequel chaque schéma doit être respecté, que les enfants soient traités. Nous avons des parents qui quittent des zones très lointaines, qui doivent venir à Lubumbashi, qui sont confrontés à plusieurs difficultés, entre autres les logements. Il y a des parents qui pratiquent les champs, qui laissent les champs pour venir à l'hôpital, pour effectuer plusieurs kilomètres, venir à la consultation. Et lorsqu'ils apprennent que c'est un cancer, on leur demande d'attendre pendant 1 année, 2 ans, 3 ans pour suivre le traitement, mais ils ne savent pas où rester. Ils ne savent pas où rester justement parce que déjà, on n'a pas cette notion d'avoir des maisons d'hébergement, des malades qui n'existent pas, plus particulièrement à Lubumbashi, il n'y en a pas. Et les parents qui viennent, qui ont laissé leurs activités, ces activités qui leur apportent les petites finances, ces petites finances qui doivent nécessairement contribuer aux soins des enfants, ils ont abandonné ces activités. On leur demande de rester 1 année dans une ville où ils n'ont pas d'endroit où rester. C'est une difficulté énorme qui suscite en eux peut-être ces sentiments d'abandon, de lâcher et de condamner la vie de leurs enfants. Voilà justement ce que nous espérons des autorités, c'est aider ces enfants en agissant, en posant des actes concrets, tout en créant ces programmes qui doivent être fonctionnels. Je m'attarde sur les mots fonctionnels parce que c'est très important. Les programmes pourraient exister, mais les enfants ne pourraient probablement pas être bénéficiaires des soins nécessaires. Donc je pense que ce livre aidera les autorités, tant nationales qu'internationales, d'intervenir en ce qui concerne la situation des enfants malades du cancer en République démocratique du Congo. L'ouvrage a été présenté samedi. Et quelle est la suite? La suite, c'est continuer à plaider, passer au niveau des autorités de manière personnelle, de manière privée, leur présenter la nécessité d'intervenir, de nous soutenir dans cette lutte. Parce que comme nous, aujourd'hui, on est jeunes, étudiants, mais nous avons quand même eu cette volonté de créer une structure pour venir en aide à ces enfants. Mais chaque fois, nous remarquons, quand nous partons au niveau des entreprises ou institutions pour demander un accompagnement qui va dans le sens direct d'aider ces enfants, il y a cette notion de... Il n'y a pas ces soucis, en fait, d'aider. Ils ne sont pas ouverts et ça condamne ces enfants parce que le peu que nous avons, nous essayons de les déployer à des causes très, 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 très nobles. Et nous espérons que, en voyant ces actions, les autorités doivent intervenir et poser également des actions qui vont dans le cadre de nous soutenir afin que ces enfants soient sauvés. Parce qu'à la fin, ce sont les enfants qui sont vainqueurs, ce sont eux qui gagnent, ce sont les familles qui sont épargnées des souffrances. Merci beaucoup, Andy. Merci, madame. Dans cet ouvrage, le héros, c'est l'enfant. Exactement. Victor Hugo l'a dit. Pourquoi il l'a dit? C'est parce que justement, l'enfant représente l'avenir. Nous, les adultes d'aujourd'hui, nous étions les enfants d'hier. Et aujourd'hui, les enfants que nous voyons seront les adultes de demain. Et du moment où ils ne sont pas protégés, c'est de l'avenir qui est en danger. C'est cet avenir que nous mettons en danger, justement parce que nous n'avons pas protégé les personnes qui vont la représenter. Alors voilà la nécessité de protéger les enfants. Voilà la nécessité d'être activiste humanitaire dans la protection de l'enfant. Et ça, c'est très important, même pour toutes les autres souffrances qu'endurent les autres types d'enfants, que ce soit en période de guerre, en période de famine. Merci, Andy. Merci, madame. Voilà, c'est la fin de cette émission. Fidèles auditeurs, amis de Top Santé. Aujourd'hui, nous avions parlé de la situation des enfants malades de cancer en RDC, dont la prise en charge pose encore problème. L'invité de ce jour, Andy Mukendi, un étudiant en 3e doctorat en médecine à l'université de Lubumbashi, mène un plaidoyer en faveur de tous ces enfants malades. Andy Mukendi, je l'ai dit, l'auteur de Enfants martyrs, ouvrage inspiré de la vie des
des enfants souffrant de cancer en RDC interpelle les décideurs pour organiser une prise en charge correcte du cancer pédiatrique en RDC. L'ouvrage Enfants martyrs reprend les témoignages des parents dont les enfants ont été atteints de cancer, les témoignages des experts, des oncologues, des cliniques universitaires de Lubumbashi. Cet ouvrage est donc un appel lancé à tous. Nous pensons donc une pensée pieuse en mémoire de Gift, qui est le symbole de la lutte contre le cancer. Nous pensons également à Maëlys et nous pensons aussi à Azaël, qui sont les symboles de la victoire du cancer chez l'enfant. Merci de nous avoir suivis. Je dis également merci à l'équipe technique qui m'a accompagné aujourd'hui, Miguel Mena, Patrick Mongongo, Dani Zayobi et Théophile Loussakeno. Merci de nous avoir aidés. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro. Au revoir et prenez soin de vous. Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande.